Bonjour, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous avez préparé votre boisson chaude. Voilà la tasse du jour. Ma petite tasse avec les artistes. Enfin, une tasse spéciale histoire de l'art, tu vois. Donc, voilà. Tout historien, historienne de l'art doit avoir cette tasse. Donc voilà, donc j'espère que vous avez préparé votre petite boisson chaude, vous êtes bien, vous êtes tranquille, que ce soit au boulot ou à la maison, ou dans les transports en commun. Bienvenue sur ce live. Donc, petit rappel, voilà, petit rappel, normal. Pour les personnes qui ne connaissent pas la chaîne, c'est votre premier passage, déjà bienvenue à vous. Et donc en gros, voilà, je suis historienne de l'art et pour moi Twitch c'est une plateforme formidable pour notamment parler culture. Et donc on fait différents streams culturels sur cette chaîne. Donc en journée et le soir, on joue aux jeux vidéo. Parce que j'adore les jeux vidéo. Après, eux, ils m'aiment pas les jeux vidéo, mais moi, je les aime. Donc bon, après, c'est une question de compromis. Mais bon. Du coup, deux lives culturels, le mardi et le jeudi. Et aujourd'hui, vous aurez même deux lives culturels, si ça vous tente. Donc on parle aujourd'hui des manuscrits médiévaux, des couleurs, des techniques. C'est une exposition virtuelle donc, qui est organisée par, alors si je me rappelle, c'est un... Attends, je sais plus le Fitzwilliam Museum à Cambridge qui a fait une expo virtuelle sur la manière d'utiliser la couleur, tout ce qui est technique, la dorure, etc. dans les manuscrits médiévaux. Et on va parler un petit peu de ça donc ce matin. Et c'est en fin de journée, si le sujet globalement du livre vous plaît, je fais à 18h, j'interviens à 18h avec Cloto, professeur Cloto, qui est professeur de littérature, qui fait des streams géniaux sur la littérature de manière générale. Et on va parler du livre, donc de l'évolution du livre. En gros, c'est la suite d'une émission qu'on avait faite pour la Museum Week, donc ça remonte à début juin. Et c'était autour de l'invention, le titre c'était ça se prononce Eureka bordel, parce qu'on dit souvent Eureka, mais en fait ça se prononce Eureka. Et on avait parlé du livre comme invention, mais en gros justement pour ne pas tomber dans le cliché de « Ah c'est génial, c'est une invention ». Donc c'était ça l'objectif de cette émission, et comme on avait tellement de choses à dire, on n'a pas pu s'arrêter là, on a continué. On s'est dit tiens, on va faire un deuxième live sur ce sujet, et là aujourd'hui, donc ce soir à 18h sur sa chaîne, on va parler du livre, mais à partir de l'imprimerie, voir comment justement ce format imprimerie, cette évolution technique va apporter beaucoup de choses d'un point de vue démocratisation de l'accès à la lecture et à la connaissance de même, bien sûr. Donc voilà pour le petit résumé. Et samedi soir, stream culturel aussi parce que c'est la nuit des musées. Donc évidemment, si vous avez prévu d'aller en musée, je comprendrai. Voilà. Mais si par contre vous n'aviez pas envisagé ou vous ne pouvez pas aller en musée, eh bien je suis là si ça vous tente. Et il n'y a pas que moi, il y a toute la team POC Science, toute la team. Il y a une... Non, il n'y aura pas tout le monde, parce qu'on ne va jamais finir. Le live va finir à 4h du matin. Mais on sera plusieurs de la team POC Science pour parler des musées insolites. Donc en gros, les musées un petit peu what the fuck, un petit peu bizarre. Et du coup, POC Science, si vous ne connaissez pas, POC Science, c'est un collectif de streamers scientifiques, dont le but est de démocratiser l'accès à la science, à la connaissance, et via Twitch. Voilà. Donc évidemment, je vous encourage à aller faire un tour, si ce n'est déjà fait, sur leur site internet et surtout sur leur Discord. Voilà pour la petite présentation. C'était un petit échauffement, un petit moment blabla pour vous laisser le temps d'aller chercher votre petit café. Et du coup, donc la fameuse exposition que je voulais faire aujourd'hui. Voilà. Alors, donc déjà, question... on va essayer de faire encore du plein écran, peut-être parce que... ça, on s'en fiche, mais ça... Voilà.
va essayer, voir si c'est pas trop gênant de faire comme ça. Hop. Toujours des réglages en direct sur Twitch, toujours. Voilà. On va faire comme ça. Et hop. On va mettre ça là, sur le deuxième écran, que je puisse voir complètement le truc. Voilà, donc cette exposition virtuelle, toujours virtuelle, moi, est consacrée aux manuscrits. Donc porte le titre de Illuminated Manuscripts in the Making, donc vraiment sur la notion d'illumination. Enfin, en gros, c'est pas illumination dans le sens ça peut être une petite ambiguïté justement, mais en gros la manière dont les manuscrits avec ces couleurs vont donner vraiment une lumière incroyable et aussi technique. Alors, ouais, je pense qu'en musique on est bien là. Hop, on va découvrir donc. Par contre, ce qui est bien, tu vois, on voit déjà plein de choses. C'est assez sympathique. Allez, on découvre les manuscrits. Du coup, alors attends, manuscrits. Je regarde un petit peu le menu, comment il est composé. Alors, map. Ah, c'est bien ça. Lab. Oh, trop cool. Et about. Ok, alors attends, je regarde vite fait. Donc, le about. Alors, l'idée, c'est de nous inviter à voir plusieurs points de vue des différents folios de chaque manuscrit. On peut zoomer dans les détails. On peut découvrir des choses cachées, des dessins cachés derrière la surface peinte. Apprendre à propos des pigments, à propos des méthodes scientifiques utilisées pour les identifier et découvrir les relations entre scribe, c'est vrai qu'on peut utiliser le terme, oui, le scribe ça va, entre scribe, artiste et les propriétaires. Donc on a des milliers d'images qui ont survécu, qui ont été copiées, peintes à la main pendant un millénaire, avant l'arrivée de l'imprimerie en Europe. Alors, les pigments dorés, précieux, ils sont fraîches et vibrants. Appliqués sur les pages. Donc, richesse, machin. Je vérifie. Ok. D'accord. Donc, en gros, par rapport à leur collection. Je regarde qu'est-ce qu'il y a d'autre là. Ok, bon. Très bien. Alors, avant de plonger, peut-être la première. Oh, il a l'air magnifique celui-là. Ah là là. C'est terrible. Je vais faire un petit tour sur la carte. Ah, tu peux filtrer par date. Il y en a un autre de filtre ? Non ? D'accord, ok. Donc, je vais commencer par la carte pour mettre l'accent sur un truc qui est important. Salut la faucheuse. Je débarque des eaux. Mais il n'y a pas de souci, la faucheuse. Il n'y a pas de souci. Tu débarques si tu veux et quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Donc là, on parle des manuscrits médiévaux. Donc on est sur une carte de fort beau gabarit. Pardon. Et du coup, cette carte. Donc là, on a plusieurs villes. Bon là, ouais, ok, Sabine, tu nous apprends rien. Très bien. Par contre, ce sont des villes. Certaines sont évidemment aujourd'hui encore très connues pour leur rayonnement international, culturel, etc. Capitale, etc. Mais dans cette carte, tu as des villes qui ne sont pas forcément aujourd'hui hyper connues de tout le monde, où on se dirait, pourquoi ces villes-là ? Enfin, pourquoi ces villes spécifiquement ? Enfin, quel rapport ? Et ça, après, je pense qu'ils en parlent là dans le petit texte à côté, mais en amont, voilà. En gros, le manuscrit au Moyen-Âge est du fait de différents ateliers. Oui, DJ. Vous avez bonjour de DJ.
Attends, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais. Oh là là, gros câlin. On a le câlin du chant direct. Et évidemment, elle s'enroule dans mes câbles. Alors attendez, on va essayer d'accrocher un peu les câbles autrement parce que sinon ça va pas être possible. Et puis maintenant, c'est maintenant qu'elle se barre. Petit chat. Donc, à un moment donné, on a eu des villes qui ont été des villes clés pour la création de manuscrits. Donc, pour faire un manuscrit, en général, au Moyen-Âge, on a ce qu'on appelle un scriptorium, un scriptorium, du coup, parce que c'est du latin. Un scriptorium, des scriptoria. Et donc, dans chaque script, pas dans chaque ville, mais tu vas avoir donc différentes villes qui vont avoir leur propre scriptorium. Et ces scriptoriums, donc ces ateliers de fabrication du manuscrit, pendant très longtemps, c'était l'apanage des prêtres. Des monastères, voilà. Parce qu'il ne faut pas imaginer le prêtre qui fait son église, hop. C'est vraiment, c'est le collectif qui fait. Et dans chaque monastère, tu peux avoir un scriptoria. Mais on va avoir des scriptoria qui vont être plus importants que d'autres, parce qu'ils vont être sous la protection d'un prince, d'un duc, d'un roi. Donc on va avoir vraiment différents ateliers. Et on a Gigi qui joue encore avec un stylo. Mon chat est très 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 fusionnel. Quand je suis là, il faut qu'il soit là. Et du coup, ces ateliers, en fonction du pouvoir de l'époque, évidemment, ça a changé. C'est-à-dire qu'à une époque, le pouvoir était à Metz. À un moment donné, on avait de très très grands... un monastère très puissant à Reichenau, à Saint-Gall, etc. Voilà, c'est ça en gros ce que je voulais venir avec cette carte-là. C'est que ce nom... le fait que ce soit ces villes qui ressortent, c'est parce que c'est du fait de la présence d'un atelier qui était pour le coup rattaché en général à un monastère. Par contre, c'est pas tout le temps le cas au Moyen-Âge, c'est-à-dire que vers la fin du Moyen-Âge, les ateliers de manuscrits, les scriptoria, ils ne sont plus forcément l'apanage de la religion. De la religion dans le sens, ce soit les monastères qui ouvrent des scriptoria. Ça peut être des laïcs, donc des gens comme vous et moi, qui disent tiens, hop, on va ouvrir un atelier de manuscrits. C'est tout à fait possible. On dirait un piaf, ton chat, le fait qu'il joue avec des stylos, ça me rappelle les pieds. Oui. Et je pense qu'elle a la même faculté de concentration qu'une pie. Hein, Gigi? On a presque la même couleur. Hein? Parce que c'est un bébé, elle veut de l'attention. Tu viens là? Non? Viens avec moi. Allez, viens, gros bébé. Tu fais un petit coucou au passage? Coucou. Voilà, viens avec moi. Hein? Tu veux venir avec moi? Voilà, fais câlin. Allez, on est bien là, câlin. Non, c'est quand moi je l'ai décidé. Saloperie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau dans le texte là? Parce qu'ils ont peut-être résumé beaucoup plus efficacement que moi la chose. Alors, pendant un millier d'années, parce que oui, le Moyen-Âge, c'est 1000 ans environ. Alors, les manuscrits étaient écrits et décorés dans toute l'Europe occidentale. Alors, chaque manuscrit présent sur le site a été... Ah d'accord, en gros, il a été mappé dans cette carte. Donc, chaque manuscrit qu'on va voir, on aura l'atelier là dans la carte... Alors, sélectionnez un point rouge dans la carte et ça montrera les manuscrits produits à cet endroit. Ah, et après, on peut ajuster la date. D'accord. Salut, Get Benzen, comment ça va? Comment ça va? Alors après, donc selecting, alors après il faut choisir donc go to manuscript et ça nous emmènera donc sur une autre page avec plusieurs images pour chaque volume, informations sur le texte historique, etc. D'accord. Hop. Donc là par exemple,
si je choisis... Attends, hop, Reichenau. Voilà, donc j'ai choisi Reichenau et il nous propose différents manuscrits, l'épistolaire de Reichenau. D'accord, et puis après on a une petite timeline. Tranquillou, on parle de pigments et de tout le tintouin. Ouais, l'idée c'est complètement en complément de ce qu'on avait fait avec professeur Cloto sur l'évolution du livre. Avec là une expo virtuelle consacrée à ça, ce qui est cool. Donc ce qu'on avait évoqué. Du coup voilà, je sais pas si tu l'as vu, mais bon, je resitue pour. Donc en gros, on est là pour Reichenau. On est sur le début du Moyen Âge essentiellement, donc le 8e, enfin du 8e jusqu'au 10e siècle environ. Peut-être même qu'ils vont. Ouais, ça peut peut-être pousser jusqu'au 11e siècle avec la dynastie ottonienne. Mais on n'est plus vraiment sur... Enfin, il y a moins de... Oh, si, on est encore, remarque. Ouais, si, allez, hop. 8e, 11e siècle. Donc, la première partie du Moyen-Âge, quoi. Resitue, j'ai pas pu suivre le live, ni la rediff. Ouais. Alors, du coup, pour resituer, donc voilà, en plus, ça tombe bien, on est à Reichenau, on est aux prémices... Ah bah non, attention, on doit aller aux prémices. On va aller à... Ah non, pas Norwich, avant. Oui, avant. Petersborough, peut-être. Voilà. Le livre est un produit de luxe au Moyen-Âge. C'est un produit de luxe parce qu'il est très difficile à faire, il est très long à faire et il implique des matériaux exceptionnels. Donc, mais ça après on le reverra, mais ce sera hyper pertinent de le voir avec un vrai manuscrit, mais là c'est par rapport à la carte. Et du coup, la diffusion des manuscrits, ça commence... Enfin, vraiment, le manuscrit tel qu'on l'imagine, tu vois, le vieux bouquin au Moyen-Âge, etc. Ça commence dans le monde anglo-saxon. Les plus beaux, hein. Vraiment, le principe du manuscrit qui est super beau. Voilà. Ça commence dans le monde anglo-saxon et plus particulièrement en Angleterre parce qu'on a la fondation de certains monastères, des églises, des monastères, etc. Et quand tu fondes, enfin, quand t'imagines, t'es au tout début du Moyen-Âge. Si ça peut t'aider, tu vois, on est à la fin de... Parce que je trouve que c'est bien foutu, donc je trouve que c'est un très bel exemple. Si tu vois Kaamelott, à la fin, en fait, on est à l'époque où vraiment toute la fin de l'Antiquité, le début de la chrétienté, et cette chrétienté commence à vraiment se positionner avec force dans le monde occidental. Et notamment, ça passe par la création de lieux de culte. Et ces lieux de culte, eh ben, on a besoin de livres pour la messe, on a besoin de livres aussi pour asseoir une forme de légitimité, une puissance, et aussi montrer qu'on est sérieux, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, on en a pas mal au sud de l'Angleterre, on en a aussi en Irlande, enfin je sais pas s'ils ont mis un truc en Irlande, non. Mais en tout cas, voilà, le monde anglo-saxon a une production incroyable au cours du 7e, 8e siècle. Même ça continue après, hein, mais ça fait partie des plus vieux exemples qu'on ait et qui sont magnifiques. Donc on a des manuscrits, voilà, là par exemple, au 7e siècle, tu as la fondation de l'abbaye de Peterborough par les bénédictins. Et du coup, ils ont besoin de livres. Donc on fait des bouquins. Voilà, après on a une production ici... du 7e siècle jusqu'à la fin du 13e siècle. Qu'est-ce qu'on a d'autre à Norwich? Pareil. Et à chaque fois, voilà, donc à chaque fois, on a différents... Voilà, donc là c'est plus tardif. Là, pour moi, on est au cours... J'aurais dit comme ça, 11e, 12e. Peut-être plus 12... Non, plus tard. Plus 12e temps. Ouais, 13e. Mais voilà, donc ça, c'est plus tardif, hein. Hop, je retourne sur mon truc d'avant. Non, la map. Ah bah attends, voilà. Concrètement, bon, ça c'est pas anglais. Est-ce qu'on a de l'anglais là? Non. Mais concrètement, le début du Moyen-Âge, c'est des grandes pages avec beaucoup de décors, beaucoup de dorures. Tu me diras, on en a aussi après, mais il y a vraiment un besoin d'une sorte de...
vraiment de tout remplir. Je trouve dans le monde au début du Moyen-Âge, c'est assez impressionnant toute la richesse des pages. Mais on reviendra sur ça après. Et que dire d'autre par rapport aux cartes? Donc, juste avant l'ère viking, il y en a eu pendant, mais oui, c'est quasi contemporain. C'est un peu après, ouais. Attends, parce qu'en plus on en a plusieurs types, quoi. Tout ce qui est ce qu'on appelle invasion barbare. Et donc ça, je fais exprès d'utiliser ça parce que c'est une appellation d'origine contrôlée. En fait, c'est une appellation. On sait que c'est une expression qui peut paraître un petit peu péjorative, mais invasion barbare, c'est le terme consacré. On peut parler de raids de différentes ethnies, de différentes. C'est pas des communautés, c'est vraiment de différentes ethnies qui passent vraiment notamment dans toute l'Europe. Et il y en a plusieurs en fait. L'âge d'or viking, c'est entre 800 et 1000, non. Probable, mais oui, ça doit être. Franchement, l'art viking, j'en ai avant, mais l'apogée, oui, peut-être. Attends, de manière, on peut vérifier là. Déjà, rien que le terme invasion barbare, qui me fait toujours beaucoup rire. Alors. Voilà, donc en plus c'est une expression, c'est toujours important de le préciser, donc invasion barbare est une expression 19e. Hein. Alors, voilà, ça commence en 375, aux alentours du fin 4e siècle avec les Huns, et ça continue, pour moi ça continue jusqu'au 9e siècle au moins. Ah, ils estiment que c'est... c'est quoi après? C'est juste des raids? Hop. Oui, aujourd'hui, on préfère parler de grande migration. C'est ça. Alors, l'arrivée des Lombards en Italie, des Slaves dans les Balkans constitue le dernier épisode des grandes migrations. D'accord. Ok. Donc pour eux, effectivement. Pour eux, vraiment, l'arrivée... c'est pas l'arrivée au pouvoir de Charlemagne, mais... La dynastie carolingienne, donc avec Charlemagne, ça va constituer une sorte de pas de frein, mais il va y avoir tellement avoir d'enjeux politiques et en plus, par rapport à tout ce qui est invasion lombarde, ça va un petit peu, tout va se calmer, ça va se figer, voilà, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a encore après des raids. Et pour les Vikings, parce que c'est vrai que pour moi, de mémoire... Parce qu'on me dira, mais c'est quoi un Viking? Je pense que c'est ça, moi, par rapport à ta question. Alors, attends. Parce que là, c'est différent, voilà, différentes peuplades. Et c'est pour ça que j'arrive pas à trouver le mot. Est-ce qu'on parle de... Par exemple, les Huns, comment ils le définissent? Un peuple, voilà. Donc, les différents peuples qui vont... migrer. Certains migrent en gros bourrin, d'autres migrent pas du tout en bourrin, donc ça dépend vraiment. C'est pour ça que principe des invasions barbares, et en plus le mot barbare, merci bien quoi les gars. C'est pas terrible. Et les Vikings alors? Du coup les Vikings, pour moi, c'est en dehors de cette période migratoire, c'est mon impression. Et du coup, on serait peut-être sur cette période que tu évoques, 800 1000. Alors, invasion viking, voilà. Alors, gna. Ah non, d'accord, pardon. Les raids vikings en France, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors, tu m'étonnes. Les raids vikings sur le territoire de la France actuelle sont surtout connus par des chroniques rédigées par des clercs qui en ont souvent exagéré l'ampleur et l'importance. Bah oui, les gars ils flippaient, hein. Donc voilà. Surtout que bon, t'as eu du commerce. Il y avait du commerce avec eux, donc bon, c'est vrai que voilà. Alors pas
aucune trace matérielle, quelques armes, ok. Donc au niveau de la Normandie, évidemment. Ah ouais, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, donc effectivement, 9e siècle. Ouais, donc on est... alors voilà, les grandes migrations, donc ce qu'on appelle communément les invasions barbares, qui sont un petit peu... Voilà. Ensuite, effectivement, quelques raids vikings, mais qui ne sont pas... mon Dieu, au secours, quoi. Inefficacité des Carolingiens devant l'envahisseur. Bah, mais il faut savoir, je crois que c'était pas vraiment des... c'était pas vraiment des envahisseurs, c'était pas des raids de fous, quoi. Bon, bref. Gigi? Non, 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 ça c'est hors de question. Non, non, non. Ouais. Elle est en train de manger mon câble de la table de mixage. Hein? Il faut forcément qu'on te remarque, hein, ma belle. Mais on sait que t'existes, on sait que t'existes. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, voilà. Donc, c'était ça que je voulais mettre en avant à travers cette carte, un peu tout ça. Donc, on a ce développement des manuscrits tout début du Moyen-Âge. Et plus ou moins, enfin, ça commence un petit peu en amont en Angleterre, mais on a la dynastie carolingienne avec Charlemagne qui va donner une impulsion très importante aux manuscrits. Lui, il va fonder, enfin déjà, il va avoir sa propre... Bon, par contre, c'est marrant qu'il ne l'ait pas mis. Ah, mais oui, non, c'est parce que c'est en fonction des collections qui sont présentées dans l'expo. Donc, s'il n'y a pas de manuscrits qui viennent d'Aix-la-Chapelle, on n'en aura pas dans le... Voilà. Mais on a donc vraiment toute la partie germanique, si on peut dire ça comme ça. Enfin, franco-germanique, mais France du Nord-Est. Qui, en gros, avec la dynastie carolingienne, va développer des ateliers, donc des scriptoria, grâce à la fondation de différents monastères. Donc ça ne change pas. Hein. Dès qu'on a la fondation d'un monastère, d'une abbaye, etc., on a besoin de livres. Et du coup, tu vas avoir certaines abbayes qui vont être sous la protection de souverains. Donc, c'est en général des super abbayes où tu as beaucoup de richesses. Là, par exemple, Reichenau. Reichenau qui, oui, en gros, l'idée Reichenau, c'est très très proche de... Enfin, proche. Tu avais une abbaye fondée à Saint-Gall qui était hyper importante au Moyen-Âge. Voilà. Alors, et donc, c'est là où on va voir donc ce manuscrit-là qui a été fait justement à Reichenau. Du coup, alors c'est un livre liturgique qui est un des rares survivants fait au monastère de Reichenau, donc au sud de l'Allemagne, fin du Xe siècle. Alors, des lettres en argent, c'est rare ça. Enfin, en gros, ce sont des lettres. Gigi, non, 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 ça, mon bébé, c'est hors de... Non. Voilà, maman pas contente. Je suis elle mord le câble, quoi. C'est à cause de toi que Sherlock Holmes, l'autre jour, ça faisait du son pourri. C'est ça, fait ta toilette. Mais le téléphone, ça suffit. Voilà, est-ce que je le recharge, j'en ai besoin. Et par contre, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand tu fais un manuscrit, très souvent, c'est de l'or qui est utilisé. L'argent, on en a moins. L'argent, c'est galère à trouver. C'est vraiment... On préfère l'or parce que l'or a vraiment cette dimension précieuse. L'or, il y a ce côté vraiment royal en plus, hein, tu vois, de l'or. Mais l'argent, il est très difficile à obtenir. Durant toute l'Antiquité, au Moyen-Âge, l'argent, c'est galère d'en trouver. C'est vraiment pas simple. Alors, donc ce manuscrit contenait c'est des majuscules, mais nous on a un autre, c'est des incipits, voilà. Donc des incipits décorés. Sauf si c'est pas en lien avec un texte. Non, ouais, ok. Un incipit, c'est en lien avec un texte, c'est-à-dire que c'est la première lettre décorée du truc. Attends. Voilà. Parce qu'en général, l'incipit, c'est le début.
Et dans les manuscrits enluminés, l'incipit, ça va être aussi la lettre, la première lettre décorée. C'est en gros, là, ça va être un élément de décoration qui va être... voilà. Tu vois, là, tu as un texte, et ben ce S, c'est la première lettre du texte. Ah, je suis un peu devant, mais bon. Enfin, voilà, tu comprends le truc. Ah, c'est marrant. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous dit de plus Wikipédia? Ouais. Et du coup, il parle pas de la... Bon, ça, je me tromperais? Ça m'étonne, attends. Non, pas là. Parce que non, moi, j'ai toujours appelé ça en cours l'incipit. Enfin, mince, comment dire? En cours, on parlait toujours d'incipit avec la lettre. Première lettre, manuscrit. Tu mets. Est-ce que c'est un titre normalement? Mais pour moi, c'était l'incipit. C'est marrant. Non, c'est pas de la lettrine. Bon, non, c'est l'incipit. Bref. Alors, du coup, là, voilà. Donc, on a les lettres. En fait, dans ce manuscrit, ce sont les lettres de Saint Paul. On a aussi les Actes des Apôtres et l'Ancien Testament. Donc, c'est l'un des rares témoins, enfin, un témoin important de la liturgie de la... Enfin, en gros, comment ça se passait, la messe, enfin, comment on faisait la messe au tout début de l'histoire de la religion, quoi. Enfin, en gros, comment ça a évolué le culte, enfin, comment le culte a évolué. Alors, la décoration, donc typique de la fin, enfin, des cours de la fin de l'Empire romain et byzantin, enfin, et des empereurs byzantins. Imitation, ouais, donc en plus... alors, c'est Charlemagne, quand il a créé son empire, il voulait recréer l'empire romain, mais selon des fondations chrétiennes. Donc lui, il voulait vraiment être équivalent, bien, il s'est fait nommer empereur, mais il voulait être l'équivalent d'un empereur romain, mais chrétien. Donc c'est pour ça que l'art romain l'a passionné, parce que pour lui, il fallait faire comme eux, quoi. Alors, donc on aille un petit peu. Ok, hop. Ah, c'est chouette ça, on peut bien zoomer. Bon, pas trop non plus, parce qu'on a vu à force c'est dégueulasse, non? Bon, ça va en vrai. Hein, en vrai, ça va. Puis ça te permet de voir, tu vois, ce genre de détails que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il a essayé au maximum de ne pas rentrer dans de pas aller dans le orange pour éviter de bousiller la couleur, quoi. Donc un manuscrit enluminé, c'est de la peinture. Hein, ça fait vraiment partie de l'art de la peinture, donc il faut l'imaginer avec un pinceau de petite taille. Là, voilà, là, tu vois, pour faire ce genre de motif, hein, on va vraiment jouer avec... alors, il y a plusieurs manières. Soit on est dans de la couleur... ce qu'on appelle des aplats de couleurs, donc la couleur qui est aplatie, unique, il n'y a pas de tentative de faire du dégradé ou autre. Donc genre là, tu vois, toute cette partie-là, c'est un aplat de couleurs. Voilà, on met une couleur unique. Si tu veux faire des petits effets, donc tu peux superposer les pigments. En général, on attend que ça sèche, sauf si tu veux faire un effet particulier, mais en général, on attend. Donc on va attendre. Donc là, les couleurs un peu plus claires ont été posées après, donc du blanc, et on va avoir en fonction de ce que ton pinceau contient, c'est-à-dire que de la charge. On en parle de charge. En gros, si tu n'as pas beaucoup de pigments sur le pinceau, tu auras une couleur un peu plus
pas effacé, mais moins soutenu. Voilà. En gros, plus ton pinceau est soutenu, plus tu vas avoir de pigments, quoi. C'est logique, tu vois. Je pense que ce qui est aussi très frappant, c'est dans tout ce qui est aquarelle et la calligraphie. Tu sens au début, quand le pinceau est très chargé, c'est très noir. Et après, c'est de moins en moins noir parce que c'est moins chargé. Donc, on a les couleurs qui sont très importantes, qui peuvent être difficiles à obtenir. Par exemple, le bleu. Ce bleu-là, le fameux bleu lapis lazuli, qui est très compliqué à avoir parce que ce bleu vient du lapis lazuli et le lapis lazuli, les seules carrières qu'on connaisse à l'époque, ce sont celles qui sont situées en Afghanistan. Donc depuis l'Antiquité, hein. Le lapis lazuli, c'est un matériau prestigieux, précieux, et qu'on arrive à en avoir, c'est la fête à la maison. Même les Égyptiens, pour te dire. Donc le lapis lazuli permet au Moyen-Âge de faire de la peinture. On peut encore l'utiliser pour faire des bijoux, hein. Le lapis lazuli, c'est une petite pierre. Hop. Voilà. Que tu vois un petit peu, voilà. Le lapis lazuli, c'est une pierre. C'est une pierre, on va la réduire en poudre. Donc ça, comme ça me permet aussi un petit peu d'aborder les pigments. Mais c'est une pierre réduite en poudre. Voilà, qu'on va réduire en poudre. Maintenant, il vient monter, il y avait de la poudre, voilà. Ouais, finalement. Hop. Que tu peux encore acheter, visiblement, voilà. Donc, c'est de la pierre réduite en poudre. Et que tu vas, si quand tu veux obtenir des pigments, donc tu reçois en général sous forme de poudre, enfin, ou le matériau d'origine, tu le réduis en poudre. Et là, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais avec ma poudre? Est-ce que je me le mets sur les yeux pour faire un fard à paupières? Bah, tu peux, hein. C'est comme ça qu'on faisait aussi à l'époque. Mais aussi, on devait ajouter pas un liquide, mais un liant, en fait. Hein. Enfin, à la fois un liant et le délayer dans de l'eau. Donc, tu prends de l'eau, tu mets ta poudre, tu rajoutes un liant pour que les pigments et le liquide fassent un amalgame efficace et surtout que, une fois posé sur ton support, que ça se barre pas dans tous les sens. Enfin, que ce soit pas que tu aies l'eau qui sèche et que du coup tu aies des sortes une poudre dégueulasse qui soit accolée à ton truc. Faut vraiment... Enfin, faut imaginer que c'est pas une fois que tu as délayé dans de l'eau, c'est ok. Il faut ajouter un petit liant qui va structurer les molécules entre elles pour que ce soit vraiment une peinture, que ça devienne une peinture. Et tu peux en acheter, regarde, ça coûte combien? Oh là là. Ça coûte cher, voilà. Ça n'a pas changé, ça coûte très cher. Coucou Crasse-Tête. Alors je filme mais c'est passionnant, il faudra qu'on parle de vive voix et que je regarde la rediff. Des bisous le chat et Sabine. Merci Gad Benzen. Ah, avec plaisir, hein. On parle quand tu veux. Surtout que tout ce qui est, toi qui ça passionne. Mais pareil Gad Benzen, hein, faut que j'arrive à prendre le temps de... Enfin, faut qu'on papote. Ton métier me passionne, j'ai envie d'apprendre plein de choses. Donc merci pour ton passage et à bientôt. Comment ça va Crasse-Tête? On parle de manuscrits. J'adore les manuscrits médiévaux. Et on dit pas moyenâgeux, hein. Si j'en chope un qui dit moyenâgeux, voilà. C'est la fessée. J'en étais où? Oui. Donc les couleurs, la dorure. Donc c'est de l'or, pareil, donc de l'or réduit en poudre, mélangé. Alors c'est peut-être pas de l'eau avec l'or. Pour moi, l'or, c'est plus avec une sorte d'huile, de mémoire. Parce que c'est un peu plus galère. Est-ce qu'ils en parlent, tiens? Non, là, c'est en fonction de... D'accord. Ah, du coup, le lab, attends. Ah, les techniques. Painting with metals. On va regarder ça vite fait. Ah, mon téléphone n'en peut plus là. Couleur et technique, ça tombe bien. Je viens de ranger la peinture pour prendre une pause avant de faire de la couleur, mais sur PC. Ah,
Pour le coup, c'est moins Moyen-Âge. C'est banni. Ban. Alors, ah oui, je me pose juste la question de avec quoi c'est mélangé la poudre d'or. Alors attends, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ou alors ce sera en feuille? Ah, ça peut être en feuille. Parce que j'ai vu des personnes qui faisaient de la restauration de manuscrits, enfin qui en faisaient du manuscrit en hobby aujourd'hui. Et ils utilisaient une sorte de... comment dire? Nous, enfin, pour moi, c'est une sorte de gesso. Le gesso, c'est une sous-couche que tu mets sur des tableaux, notamment au Moyen-Âge, sur des panneaux de bois. Et c'est une sous-couche un peu comme une sorte d'enduit. Voilà, une sorte d'enduit qui prépare à ton panneau à recevoir la peinture. Et pour les tableaux, c'est ça. Du coup, je me demande, est-ce que c'est pas la même chose pour les manuscrits? En gros, quand tu veux mettre une feuille d'or sur un panneau de bois, eh ben, tu le fais en feuille d'or. C'est juste que je me pose la question, est-ce que pour l'or, dans le manuscrit, comme c'est petit, est-ce qu'ils font aussi en fonction de la feuille d'or? Donc pareil, avec une sorte de, tu poses une sorte d'enduit qui colle, et tu mets ta feuille d'or, et voilà. Je regarde du coup, est-ce qu'ils en parlent? Alors, les décorateurs ont utilisé de l'or et de l'argent pour créer des effets. Alors, ces métaux précieux étaient employés de deux manières principales. La première, alors Shell Gold. Ah voilà. Ah bah je crois qu'il y a les deux. Enfin, bon, attends. Alors, Shell Gold. Alors, c'est de la poudre d'or mixée avec de la glu pour faire de la peinture. Donc, c'est ce que je faisais. Avec l'eau, c'était pas possible. Vu la poudre d'or, c'est trop galère. Mais c'est une sorte de... Pour moi, c'était une sorte d'huile. Enfin, une sorte de truc qui... En fait, c'est un truc qui doit forcément être agglomérant. Ça, c'est obligé. Et pour moi, l'eau, c'était pas du tout efficace. Faut que je me renseigne à choper des feuilles dorées et ce qu'il faut pour appliquer, mais à pas cher. Ah, le gesso, c'est cher? Pour moi, c'est du gesso que tu utilises. Ça se trouve, je me plante complètement, mais pour moi... Tu vois, c'est une sorte de truc comme ça, là. Bon, oui, à l'époque... Pour moi, c'est ça. Et ce gesso, au Moyen-Âge, il pouvait être un petit peu rose, mais c'est de la poudre de gypse, ouais. Et tu en as du moderne avec de l'acrylique, apparemment. Hey, salut Ethanways, qui aime la culture, bienvenue. Bienvenue, merci pour ton follow. Merci beaucoup pour le soutien. Je connaissais pas le gesso. Bah voilà, moi c'est comme ça que j'ai appris. Et je sais que c'est encore utilisé. Y en a qui le préparent, contre, ils le préparent pas à base d'acrylique, ils le préparent vraiment un peu en mode à l'ancienne, quoi. Voilà, un traditionnel, voilà. Donc c'est du sulfate de calcium minéral, donc en gros du gypse, quoi, beaucoup de gypse, avec de la colle animale. Voilà. Et en gros, c'est ça qui... Et c'est vrai que je parlais des panneaux de bois, mais tu le retrouves encore après sur, sur la toile. Enfin, à la Renaissance, tu le retrouves encore beaucoup. C'est assez fréquent. Non, ça, on s'en fiche, on l'a vu. Donc, j'en étais là. Alors, donc, j'y arrivais. Donc, métal en poudre, mixé avec une sorte de glu. Oui, voilà, c'était une colle. Ouais, c'était une sorte de... Moi, ça me pensait à de l'huile. Ça fait une sorte de colle comme ça. Alors, ah bah voilà. Les moules et les huîtres étaient utilisés pour ça. Énorme. Attends, oh non, comme containers. Non, les coquilles, d'accord, je comprends mieux. Je me dis merde, mais c'est marrant ça. Donc les coquilles de moules et les coquilles d'huîtres étaient utilisées pour contenir les pigments. C'était voilà. C'est rigolo. Et c'est pour ça qu'on donne ce nom, d'accord. Ah, c'est rigolo. Ça, je savais pas, tu vois. Alors, c'est utilisé pour peindre les backgrounds, les arrière-plans, pour donner des effets aux scènes de nuit, etc. Pour moi, il y avait une deuxième, voilà. Était le métal. Voilà, c'est ça. Bah écoute, je kiffe parce que j'avais trouvé. Donc on a vraiment les deux techniques. Donc soit réduit en poudre dans un mélange, une sorte de glu liquide, soit la feuille d'or. Voilà. Donc là, par exemple, alors celui-ci, à mon avis, ça, tu vois, tout ça, c'est de la feuille d'or. Et tu vois, on voit qu'elle
Tu vois, ça se déchire un petit peu. Ouais. En fait, là, tu vois, il y a tellement de place. Je pense que c'est en fonction de l'espace que tu as, de qu'est-ce que tu dois faire comme effet. Là, moi, à la place de l'artiste, c'est ce que j'aurais fait. Là, j'aurais fait feuille d'or, quoi. T'as beaucoup trop de place, tu vois. Et tu devines en dessous le gesso, je crois. J'ai l'impression. Bah non, c'est manuscrit, tu me diras. Ouais. Voilà. Ouais, donc là, on est clairement... Mais là aussi, tu vois, là, c'est de la feuille... Alors là, tiens, ça, c'est de la feuille d'or à donf. Avec en plus, tu vois, c'est ça qui est bien de zoomer. Des petits effets dedans. Donc ces effets-là, en général, tu as plusieurs techniques. Soit tu le fais... parce que le métal, alors soit tu retires de la matière en grattant, soit tu arrives à appuyer pour faire un relief. De ce que je vois là, cette ligne serpentine là, ça peut être creusé dedans. Par contre, ici, c'est un décor de... Alors, de mémoire, on parle de poinçonnage, même si c'est pas des vrais trous. Et en fait, c'est du relief. Il faut imaginer que la feuille a été un petit peu imprimée sur un... Ou alors on a passé par-dessus. Enfin, soit ça se fait par en dessous, soit ça se fait par-dessus en fonction de comment tu le fais. Pour avoir un relief. Tu vois, là, ici, tu devines. Des petits points et tout. Ça date de quand? Alors, celui-là, il date du XIIIe siècle. Donc, Moyen-Âge... pas tardif, mais on arrive doucement vers la fin du Moyen-Âge. Sinon, un plus ancien, tu vois, par exemple, tu as celui-là. Celui-là, il est plus autour du 8e, 9e siècle. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah, même 10e siècle, pardon. Début 10e siècle. Voilà. Gros travail. Ah non, mais c'est énorme. Un manuscrit, c'est des années de travail. Hein. Parce que déjà, c'est un bon bouquin. C'est pas une page séparée, c'est vraiment un livre complet qui va être... alors, ça peut être... un livre peut-être, donc il est écrit à la main à cette époque-là, donc avant l'invention de l'imprimerie. Tout est écrit à la main, donc je vous montre un petit feuillet. Voilà, par exemple là. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc ici, tout est écrit à la main. Donc, tu vas avoir un copiste ou un scribe, donc tu as les différents mots, qui va vraiment s'attarder à faire l'écriture. Et tu vas avoir, souvent c'est un autre, voire plusieurs autres, qui vont faire la peinture. Et encore une fois, c'est un travail qui est hyper long, c'est tellement long que parfois tu dis putain, du début à la fin, c'est pas le même style, c'est pas le même, enfin, tu sens qu'il y a une différence. C'est normal, parfois tu n'as pas la même personne qui travaille sur le bouquin, tellement que c'est long. Ça peut prendre... Alors comme ça, je te dirais, voilà, un peu doigt mouillé, au moins 2 ans. En fonction de la taille du bouquin, mais et aussi en fonction voilà. Parce que c'est même pas qu'une question de capacité financière, que aussi de pouvoir acheter les matériaux. Encore une fois, le bleu, là, quand c'est du lapis lazuli, donc une matière qui vient d'Afghanistan, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça peut mettre des mois à arriver. Voire plus, si en plus tu as des problèmes politiques dans le coin et que les routes commerciales sont fermées à cause de guerres ou d'invasions, etc. Donc ça peut prendre un temps de folie. Celui-là, il a l'air magnifique. Oh, celui-là, j'aurais dit 13e. Plus loin, 14e. D'accord. Norwich, ok. Ça permet de parler. Oh là, incroyable. Il me dit quelque chose, ce feuillet-là. Hop. Donc, pour te montrer vraiment le travail incroyable de tout ça,
Donc tu vois, tu as la dorure, tu as les petits détails. Enfin, tu te rends compte là à quel point on zoome? Et attends, il fait quelle taille? Description contents, physical description. Il fait... Alors, chaque folio... non, il est à ce point petit. Donc, on est sur du folio... attends. Moderne. En fait, je comprends pas pourquoi il y a 2 dimensions différentes. En tout cas, ça fait moins de... C'est entre 10 et 20 cm, voilà, pour faire simple. Mais en tout cas, ouais, je trouve... Oh, mais regarde! Oh, c'est trop mignon, regarde! Oh! Alors, ça, voilà, ça, j'adore. Quand on dit qu'on se fait chier au Moyen-Âge, mais pas du tout. Regarde, il y a tellement de mèmes, là. Le Moyen-Âge a inventé le mème. Regarde-moi, il y a tellement de trucs à dire ici. Entre lui, là, qui est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, t'as l'impression qu'il est complètement abasourdi par l'action en bas. Et là, t'as une sorte de raie qui fait peur à un mec. C'est énorme. Bah, Moyen-Âge représente, hein, je suis désolée, mais Moyen-Âge, inventeur du même. Mais en tout cas, voilà. Vraiment pour aussi... Ouais, les détails. Regarde-moi ces détails. Ça me rend folle. Là, tu vois, le petit drapé, tu vois. Enfin, tu te rends compte de... C'est un livre qui est censé être... C'est un livre religieux. C'est un psautier, un livre de prière. Et tu te rends compte qu'on a... donc ce livre de prière, donc avec tout l'imaginaire qu'on peut avoir derrière la religion, donc quelque chose de sérieux, rigoureux, etc. Et tu as, à un moment donné, là, le gars, il a de la place. Il dit, tiens, je vais mettre quelque chose. Et qu'est-ce qui est... Tu vois, c'est mon cerveau qui dit, tiens, qu'est-ce qu'on va mettre? On peut mettre... je peux mettre une feuille, un motif végétal. Non, non, je vais mettre des rideaux. Des rideaux. Il est merveilleux. Le mec qui a fait ça, il est merveilleux. Voilà. Le même âge. Mais bien, c'est tellement ça. Pour des techniques et des outils arriérés, le détail, le perfectionnisme, c'est tellement poussé. Bah, Après, quand tu dis arriéré, pardon, regarde, on peint pareil, hein. On a des pinceaux, on a des pigments, on fait exactement la même chose. On n'a pas changé les outils, hein. Après, on a peut-être plus de performance. Genre le poil utilisé pour ton pinceau, il est super bien fait, il est super bien lavé. Il retirait de toute merde, comment dire, des impuretés, des trucs comme ça. Enfin, mais ça reste. Alors les peintres aujourd'hui, soit ils ont des pinceaux en poil synthétique, soit ils ont des pinceaux en poil naturel. Et ça revient vachement à la mode. Le vrai pinceau que tu peux acheter dans une boutique avec tes pigments que tu crées toi-même. T'as des boutiques comme ça à Paris. Attends, elle est très jolie d'ailleurs. C'est laquelle? Non. Pas pigment. C'est laquelle? Marchand de couleurs, peut-être. Enfin, t'en as plein, mais... Tu as quand même à Paris des boutiques où tu peux acheter tes pigments et tu les fais un peu toi-même. Tu as des... Voilà, donc bon là c'est sous tube, mais tu as des boutiques où tu peux acheter carrément le truc, le faire toi-même, le pinceau est toujours en poil de blaireau, etc. Enfin, on a les mêmes techniques. Franchement, quand tu regardes toute l'histoire de la peinture, ça a pas... Il y a eu des améliorations, mais fondamentalement, tu as toujours des pigments, des pinceaux, hein, ou des couteaux, ce qu'on appelle des couteaux. Attends, je vais te montrer. Ouais, attends.
Ouais, donc quand tu peins, donc tu peux soit peindre au pinceau, soit tu peux prendre un outil qui est comme ça, qui peut soit t'aider à tartiner ta tartine, non, en gros à déposer des pigments sur ta palette et à faire des sortes de mélanges, ou alors tu peux peindre au couteau, hein. T'as des artistes qui peignaient Courbet, par exemple. Enfin, Courbet, il aimait bien peindre au couteau. Et puis, tu peux avoir des trucs de fou, hein, comme ça. Ça peut être hyper précis, parce qu'après, tu peux faire des... Toi, tu peux mettre tes pigments, puis après, tu peux faire des petits effets, voilà, tu vois, des incisions et tout. Donc, franchement, c'est les mêmes techniques. Enfin, c'est juste que nous, on a modernisé tout ça. Mais voilà. Mais oui, c'est impressionnant de voir à quel point, regarde-moi cette oreille, comme elle est belle avec les petits effets là, tu vois. Moi, je suis impressionnée par les petits détails comme ça, c'est super joli. Là, t'as c'est une petite chauve-souris. Elle est marrante. Mais lui là, il est au bout de sa vie là. Il est en train de dire mais au secours. Ah, et là, tu sens un petit peu le relief. Attends, regarde là. Là, tu vois, tu sens que la dorure, ça crée un effet un peu en relief par rapport à la peinture qui est là. Avec la petite feuille, là. C'est une feuille de cannabis, ça? Mais non, c'est une feuille de chêne. Voilà. Ah, d'accord, c'est marrant. Alors, le texte a été écrit avec Iron Gall Ink. Avec du fer. Attends, Iron Gall, ça veut dire quoi, précisément? D'accord. Donc, c'est... Ok. C'est du fer noirci, je pense. Ok. Donc, c'est du fer noirci, mais du coup, avec le temps, qui devient un petit peu rouge. Et et c'est une recette spéciale parce qu'il contenait apparemment du zinc et plus que du fer. C'est rigolo. Ah, c'est marrant tout ça. Oui, non, le relief est très léger, mais tu le sens. Enfin, en gros, là, tu sens presque si tu... Enfin, tu peux imaginer passer ta main dessus et voilà. Et du coup, aussi, voilà, je voulais un petit peu vous parler du support parce que, encore une fois, le manuscrit au Moyen-Âge, c'est un produit de luxe qui coûte cher, ça met du temps. C'est fait par des spécialistes. C'est fait avec des matériaux précieux, notamment l'or, l'argent, le lapis lazuli, plein d'autres matériaux. En gros, tous les pigments à l'époque, ils viennent soit de métal qui s'est oxydé, etc., soit de pierre. C'est de l'encre de fer de Galles. Ok, je connaissais pas le nom. Voilà, j'imagine que ça vient du pays de Galles. J'imagine. Et ok, merci. Et autre élément donc qui justifie aussi son prix, donc parmi les matériaux, donc tu as ce que tu mets sur le support, mais tu as aussi le support. Et là, on a du parchemin. Donc on n'a pas de papier. Le papier, il existe, mais en Chine. Donc en Occident, on n'a pas de papier. Donc juste alors, artiste matériel, est-ce qu'il parle? Donc par contre, je sais, je voudrais vérifier, parce que tu as plusieurs types de parchemin. Le parchemin étant le plus précieux qui soit, c'est le vélin. Le vélin, c'est du veau morné. Voilà, donc le parchemin, tu peux avoir du parchemin de squale, qu'on appelle du galucha, tu peux avoir du parchemin d'autres poissons, du parchemin de bovidé, de chèvre, voilà, t'as plein de types de parchemins, mais le plus prestigieux, c'est celui du veau morné, ouais. Après, à l'époque, il n'y en avait pas tous les 4 matins, mais bon, c'est des veaux mornés, il y en avait, donc ça arrivait fréquemment, mais c'est le plus prestigieux, le plus tendre, etc. qui soit. Et après, le veau étant mort-né, bon bah au moins j'aime pas dire ça, mais il sert au moins, après j'imagine qu'on le mange quand même, le veau, je pense là-dessus ça change pas. Mais en tout cas, le veau mort-né est un
permet de créer un parchemin exceptionnel et qui est vu comme étant exceptionnel et qui incarne vraiment le luxe à l'époque. Hein. Donc ça, c'est du parchemin, donc c'est de la peau, quoi. Putain, regarde-moi ce détail de fleurs, quoi. C'est joli, hein. Donc voilà. Mais t'as encore du parchemin aujourd'hui, hein, ça existe encore. Il n'y en a plus beaucoup. Tu as encore certains fabricants, notamment en France, hein, qui en font. Bah tiens, ça te permet de... Ah, mais après, je pourrais pas le mettre. Ah, c'est compliqué. Faudrait qu'un de ces quatre, je fasse des réacts sur vraiment sur les techniques, des vidéos où ça parle de technique. Et en fait, le parchemin, c'est vrai qu'on se dit, putain, c'est chelou de passer d'une peau avec des poils et tout à à quelque chose de très, très fin, quoi, comme une feuille. Enfin, c'est pas si fin que ça, c'est un petit peu épais. Hein. Imagine une feuille canson, tu vois. Ben, tu retires la peau avec une mixture, tu l'épiles, enfin, tu la rases. En fait, en gros, avant, tu mets une mixture dessus, tu laisses un petit peu prendre, et après, c'est une sorte de crème dépilatoire, voilà. Tu retires, après, tu la traites, la peau, tu la tends au maximum pour qu'elle sèche bien, voilà. Donc, ça devient après une peau très, très, très fine, quoi. Un petit manuscrit sur son lit d'encre de fer, un délice. Je te jure. Bon appétit. Ça va être long, processus. Ouais. C'est quelques semaines de travail parce qu'en plus, pour le séchage de la peau, si tu le fais de manière, comme au Moyen-Âge, à la Renaissance et tout, ça sèche au soleil, tranquillou. Enfin, pas trop au soleil non plus parce que sinon la peau elle se distend là. Enfin, au contraire, elle se. Donc ça prend du temps. Hein. Ça prend pour faire une peau, c'est quelques semaines. Mais après, il faut la tailler, tu vois. Ça peut prendre un peu du temps.